Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Avec le Maroc depuis Washington sur Média TV. Je m'appelle Adam Early et je suis heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Nous allons discuter aujourd'hui du rôle du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la sécurité régionale. Le 16 mai 2003, le Maroc a souffert de la pire attaque terroriste jamais commise sur son sol dans l'histoire. 14 terroristes ont mené des attaques armées séparées dans la ville de Casablanca. Ces attentats ont fait 33 morts et une centaine de blessés. Depuis cet horrible événement, le gouvernement marocain a mis en place l'un des plus efficaces et plus complets programmes antiterroristes et anti-radicalisation au monde. L'approche originale du Maroc ne se résume pas seulement au renforcement du système judiciaire, mais aussi à la promotion d'un islam modéré, ainsi qu'à la mise en place d'une campagne de lutte contre la pauvreté et contre les facteurs socio-économiques qui conduisent à la radicalisation. Depuis la mise en place de ce programme au début des années 2000, plus de 160 cellules terroristes ont été démantelées et plus de 340 attaques terroristes planifiées ont été déjouées et stoppées dans le royaume. L'élément le plus important est qu'il n'y a eu aucune attaque de terrorisme sur le sol du Maroc planifiée localement durant les 8 dernières années. Il s'agit là d'un succès remarquable. Ce qui a conduit le département d'État américain à déclarer en 2017, et je cite, « Le Maroc a une stratégie complète de contre-terrorisme car elle inclut des mesures de surveillance sécuritaire, une coopération régionale et internationale, ainsi qu'une politique anti-radicalisation. » L'un des éléments clés qui font le succès du programme de la lutte antiterroriste du Maroc, c'était la création du Bureau central d'investigation judiciaire, ou BCIJ, en 2015. Selon Abdelhak Reham, le directeur du BCIJ, durant les 3 dernières années, ces services ont démantelé près de 54 cellules terroristes et 246 individus ont été interpellés dans les différentes régions du royaume. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons examiner les efforts du Maroc pour lutter contre le terrorisme et la radicalisation. Nous allons discuter de ce qui fait le succès du Maroc, de ce que les autres pays peuvent apprendre de l'exemple du Maroc, ainsi que les défis auxquels sera confronté le royaume dans le futur. 2 experts m'accompagnent pour cette émission. L'un et l'autre sont des spécialistes du Proche-Orient et de la lutte contre l'extrémisme violent. Michael Pridgeant est un expert du Proche-Orient, des politiques sécuritaires de l'Afrique du Nord, ainsi qu'en matière de lutte et d'analyse antiterroriste, de la communication entre les États et de la planification des stratégies. Michael a travaillé durant 28 ans comme officier des renseignements spécialisés dans les réseaux du terrorisme et les interventions de terrain. Il est chercheur à l'Institut Hudson de Washington et à l'Institut national des études stratégiques de l'Université nationale de la Défense. Michael, merci d'être avec nous. Notre second invité, Matthew Brodsky, est un expert du Proche-Orient et il est chercheur en chef au groupe des études sécuritaires à Washington. Matthew est aussi l'ancien directeur de l'Institut des études politiques à Washington. Matthew est un conseiller de plusieurs élus du Congrès, ainsi que conseiller du département d'État américain et du département de la Défense. Il est aussi conseiller au commandement central des opérations spéciales et au Conseil de sécurité nationale en matière de sécurité, de contre-terrorisme et pour les opérations spéciales. Michael, pour commencer cette discussion, j'aimerais qu'on parle de ce que le Maroc a apporté à l'expérience américaine. L'attentat dont j'ai déjà parlé plus tôt et qui a eu lieu en 2003 à Casablanca a constitué un véritable choc pour le Maroc. C'est ce qui l'a réveillé. Dans la même manière, dans la même mesure, on peut dire qu'aux États-Unis, Washington s'est réveillé après l'attentat du 11 septembre 2001 à New York et à Washington. Le Maroc aussi a appris la même leçon. En 2015, le Royaume a créé le Bureau central d'investigation judiciaire, une organisation à la tête du contre-terrorisme, qui a été particulièrement efficace ces 3 dernières années,
Elle a permis de stopper plusieurs attaques et d'arrêter un certain nombre de terroristes actifs. Vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine du renseignement ainsi que dans la lutte antiterroriste et la compréhension des réseaux du terrorisme. Cette expérience vous permet d'être plus flexible et donc plus efficace que certains gouvernements. Étant donné votre expérience, parlez-nous de l'importance d'avoir la structure de gouvernement adéquate pour combattre cette menace terroriste et pourquoi cette lutte est-elle nécessaire? Merci de m'avoir invité. L'une des choses que l'on retient de l'attaque du 11 septembre 2001, c'est qu'en matière de renseignement, il n'y avait pas de partage. On ne changeait pas nos informations et le travail effectué par le Bureau central d'investigation judiciaire au Maroc nous en apprend beaucoup à ce sujet. Il s'agit d'une organisation qui travaille en coordination avec les autres institutions et elle peut intervenir à n'importe quel moment partout au Maroc. Pour nous, c'est différent. L'administration de la lutte anti-drogue possède une mission spécifique. Le FBI possède une mission spécifique, la CIA et toutes les agences de renseignement possèdent différentes missions. J'espère que toutes ces organisations communiquent entre elles. Malheureusement, même après 2011, nous avons continué à observer des exemples où des loups solitaires, ces combattants pour Daesh, étaient connus et identifiés par le système judiciaire ainsi que par le FBI, mais l'information n'était pourtant pas partagée. Donc on voyait qu'il y avait encore des choses sur lesquelles on devait travailler, et c'est ce qui est intéressant à propos de ce bureau central d'investigation judiciaire au Maroc, c'est qu'ils peuvent gérer des saisies de drogue, qu'il s'agisse de cocaïne ou de hashish, et comme vous l'avez dit, les terroristes aussi s'adaptent aujourd'hui, ils peuvent être liés à des réseaux criminels, ces réseaux criminels sont liés au trafic de drogue et à plusieurs autres choses. Il est difficile de surveiller un seul réseau, qui peut vous donner des indications sur l'endroit où les autres activités criminelles ont lieu. Je pense que c'est ce qui a fait le succès du Maroc. Le Maroc a été capable de collecter un ensemble de données concernant les entités criminelles impliquées dans le trafic de drogue, qui éventuellement financent aussi le terrorisme. Il est d'ailleurs toujours possible de tirer parti de personnes détenues afin d'obtenir des informations vous permettant de démanteler une cellule terroriste. Le lien que vous faites entre le terrorisme et la drogue est intéressant, parce qu'il est bien connu que les plus grands trafiquants de drogue en Europe sont le Hezbollah ou les talibans. C'est ça, n'est-ce pas? Le plus souvent, quand on parle de terrorisme, on parle de loi. On en parle comme s'il s'agissait seulement d'un problème lié à l'application de la loi. En d'autres termes, il faut donner à la police ou aux forces de l'ordre les renseignements et les informations dont ils pourraient avoir besoin. Et on verra ensuite ce qu'il reste encore à faire. J'aimerais qu'on se concentre maintenant sur l'existence d'un lien économique avec le terrorisme. Et encore, il ne s'agit pas de quelque chose que nous avons nous-mêmes découvert, mais c'est ce sur quoi le Maroc travaille depuis longtemps déjà. Quand je préparais cette émission, je me suis intéressé au Maroc. Vous savez, en 2005, près de 50% de la population marocaine était analphabète et environ 20% de Marocains vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Le roi Mohamed VI a reconnu que cette situation était problématique. C'est pourquoi il a lancé en 2004, si je ne me trompe, l'INDH, ou l'Initiative nationale pour le développement humain, dont l'objectif était de réduire les écarts socio-économiques qui conduisent souvent à la radicalisation. Le Maroc n'est pas un cas unique. Il n'est pas le seul pays disposant d'une partie de la population qui soit désavantagée économiquement et qui pourrait se radicaliser. Dites-nous un peu comment cette approche marocaine produit de bons résultats. Je pense que vous avez cité les deux aspects essentiels. L'un va être économique parce que quand vous êtes désavantagé économiquement et que vous n'avez pas les moyens d'évoluer dans la société, alors vous cherchez autre chose. Mais l'aspect économique n'est pas le seul, il y a aussi l'idéologie. Et quand on vous apprend une certaine manière de penser et qu'il n'y a pas d'autre chemin qui s'ouvre devant vous, c'est l'idéologie qui peut pousser les gens à voyager à l'étranger et à combattre pour quelque chose qui n'est pas vraiment connecté à leur pays, mais connecté à la religion. L'aspect économique peut parfois paraître un peu exagéré parce que nous avons vu des personnes comme Oussama Ben Laden et d'autres exemples qui ont reçu une bonne éducation, une bonne instruction et qui étaient assez aisés et ils se sont pourtant radicalisés. C'est à ce moment-là qu'on voit la force de l'idéologie qui devient l'élément de motivation le plus important.
Je pense que le Maroc a fait de grands pas en avant pour faire face à cette situation, notamment dans les mosquées, ce qui est extrêmement important. Et tous les pays de la région du Maghreb et du Proche-Orient entretiennent une relation différente entre l'État et les mosquées. Et c'est important parce que cela permet de mettre en place les fondements de l'avenir que l'on veut bâtir. Voilà, je voudrais rebondir. En fait, je veux qu'on s'intéresse à cette relation entre les États et les mosquées à laquelle vous venez justement de faire référence. Vous savez, il y a des pays comme l'Arabie saoudite qui ont été accusés de mettre de l'huile sur le feu en ce qui concerne l'extrémisme religieux, à travers l'exportation du wahhabisme, en finançant les mosquées, en finançant des institutions qui font la promotion de l'aspect extrémiste de l'islam. Et ils font à l'étranger ce qu'ils ne font pas chez eux. Le Maroc est un cas différent dans le sens où le roi Mohamed VI est le propre descendant du prophète. Le fait que le Maroc soit un pays islamique ne peut pas être remis en cause. Dans le même temps, le royaume joue un rôle particulier dans la gestion des établissements religieux pour lutter contre l'extrémisme. Je veux donner quelques exemples. En 2004, le roi Mohamed VI a réorganisé le Conseil supérieur des oulémas, constitué notamment de savants religieux qui sont chargés de la supervision des imams dans le pays. Le Maroc a aussi mis en place un programme pour enseigner aux imams l'islam malékite, qui est modéré. Il y a aussi cet institut créé à Fès, celui de la fondation Mohamed VI des oulémas africains. Cet institut rassemble des oulémas originaires de près de 30 pays africains pour contrecarrer l'idéologie terroriste. Je pense que cette approche régionale est fascinante. Ce qui est aussi unique, c'est que depuis 2006, le Maroc a commencé à intégrer les femmes au sein du Conseil des oulémas et du Conseil islamique supérieur, et le royaume en a fait aussi des guides religieuses. Après la pause, Michael, pourriez-vous nous dire quel est, selon vous, l'impact d'avoir des femmes en tant que guides islamiques? Selon votre expérience, à quel point cette approche proactive peut avoir du succès dans la lutte contre la radicalisation dans les pays? Nous allons revenir là-dessus après cette courte pause. Chers téléspectateurs, après la pause, donc, nous allons discuter de la religion, du terrorisme, de la coopération régionale au Sahel et au Proche-Orient. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour dans Avec le Maroc depuis Washington sur Média TV. Aujourd'hui, nous discutons de la politique antiterroriste du Maroc avec Michael Pregent et Matthew Brodsky. Avant la pause, nous avons parlé de l'importance du rôle de l'État dans la gestion des établissements religieux afin de lutter contre la radicalisation. Et nous avons abordé les deux initiatives particulières qui ont été mises en place au Maroc. La création de la fondation Mohamed VI des oulémas africains à Fès et l'intégration des femmes au sein du Conseil supérieur des oulémas. Michael, selon vous, est-ce que ce genre d'initiative est propre au Maroc? Cela ne se fait qu'au Maroc, mais ce devrait être un exemple à suivre et à dupliquer partout ailleurs. Je vais donner l'exemple d'une des situations que j'ai vécues en Irak. Nous avions lancé une opération militaire contre un terroriste. À 2 heures du matin, nous sommes allés chez lui, ce qui a provoqué la colère de sa femme. Elle criait et nous demandait ce que nous faisions chez elle. Nous lui avons expliqué que nous avions des informations prouvant que son mari est un terroriste. Et je lui ai dit que s'il se révélait être innocent, alors nous allions le libérer. Nous lui avons demandé de rester dans sa chambre et nous lui avons assuré que nos soldats n'allaient pas l'interroger parce qu'il n'était pas concerné par l'enquête. Et l'un des soldats a fini par trouver des preuves incriminant le mari. J'ai montré ces preuves à la femme et elle a giflé son mari. Elle l'a frappé au visage et nous a demandé de l'embarquer.
Mais la manière dont elle le regardait et la honte qui se lisait sur le visage du mari, je pense que cela est efficace. C'est efficace parce que le rôle de la femme dans une famille est important. Elle a de l'influence au sein de sa famille et l'influence de la femme sur son mari est capitale par rapport à tout ce qui se passe dans la maison. J'aurais aimé la faire venir ou faire venir quelqu'un comme elle lorsque je fais mes interventions, parce qu'elle est un témoin. Elle nous a relevé avoir déjà mis en garde son mari pour qu'il ne rejoigne pas cette organisation terroriste. Mais il l'a quand même fait, puis elle nous a demandé de l'emmener. Cet exemple est important parce que si vous ne connaissez pas le point de vue de la femme, vous n'avez aucun moyen de comprendre la dynamique de la famille et au final, vous ne savez pas quel membre de la famille est à l'origine de la radicalisation. C'est très intéressant. Comme vous le dites, les hommes constituent 50% de la population, donc une stratégie antiterroriste doit être destinée aux hommes, mais elle ne doit pas négliger les femmes. Oui, c'est exact, parce qu'il existe des femmes qui rejoignent les rangs des terroristes. Elles peuvent être à la recherche de vengeance, comme elles peuvent s'être imprégnées de l'idéologie des terroristes. Elles pensent être capables de franchir un point de contrôle et devenir des bombes humaines. Les femmes sont un atout pour les renseignements. Il ne faut pas oublier qu'il existe des femmes à la tête d'autres groupes comme Daesh, qui recrutent et lancent des attaques terroristes. Mathieu, parle-nous un peu de la coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme. Il y a beaucoup d'attaques terroristes qui se font en interne, mais il y en a aussi d'autres d'ordre régional. Et je veux parler d'organisations de coopération comme le Forum de la Méditerranée, le financement des forces qui interviennent au Proche-Orient et en Afrique du Nord, le partenariat de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahara. Toutes ces organisations constituent une approche multilatérale permettant de lutter contre le terrorisme, que ce soit pour le Maroc, pour les Européens, le Maghreb ou les pays d'Afrique. À quel point cet effort de coopération régionale est-il important, notamment pour renforcer les efforts déployés en interne? C'est indispensable. Le fait est que le terrorisme est un problème international et que quand vous avez des personnes qui partent rejoindre ces réseaux terroristes, spécialement dans ces régions, le besoin d'un partenariat est plus que nécessaire. Maintenant, si vous avez des États défaillants ou une zone non protégée proche de vos frontières, ça peut bien sûr devenir un inconvénient majeur. Je pense que ces organisations et ces partenariats qui ont été établis sont très importants. D'abord, le Maroc est à environ 14 km de l'Europe. C'est un élément important qui devrait pousser l'Europe à s'impliquer davantage dans toute la région. Les États-Unis comptent aussi sur la mise en place de ces partenariats entre pays. Nous avons participé à un sommet à Varsovie en Pologne pour établir des partenariats destinés à traiter de plusieurs questions, spécialement celles liées au Proche-Orient. C'est une démarche que l'on doit continuer au sein des régions sensibles. Michael, toute personne qui lutte contre le terrorisme sait que la complaisance est l'un de nos pires ennemis. Le fait d'avoir eu une stratégie qui réussit jusqu'à aujourd'hui ne veut pas dire que cela continuera indéfiniment dans le futur. À ce niveau-là, le Maroc fait face à un réel challenge, notamment avec le retour prochain de nombreux citoyens marocains partis combattre en Syrie ou en Irak. Il faut identifier les personnes sur lesquelles on peut encore avoir de l'influence et celles qui sont irrécupérables. Il faut identifier les combattants qui sont trop imprégnés de l'idéologie et dont on ne peut changer l'état d'esprit, de ceux qui utilisent Daesh comme un moyen de revanche ou comme moyen de rendre leur vie plus excitante. Beaucoup parmi les combattants que l'on a vus aller en Syrie voulaient juste arriver là-bas, tuer quelqu'un et véhiculer cette action dans les réseaux sociaux avant de partir. Mais Daesh ne les a pas laissés retourner chez eux. Le retour au pays de ces combattants implique le fait qu'il faut collecter un certain nombre d'informations. On leur demandera certainement s'ils ont eu connaissance des futurs plans de Daesh. Il se peut que l'un d'entre eux connaisse le lieu où se cache Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'organisation. Malheureusement, dans ce cercle continu de violence, la règle pour ces éléments est de taire les informations dont ils disposent.
C'est intéressant ce que vous soulignez et je voudrais qu'on s'arrête sur l'importance de la société civile, l'importance de la famille, des réseaux de soutien locaux pour s'assurer que les enfants qui sont partis combattre à l'étranger pour de mauvaises raisons reviennent dans le droit chemin. Et aussi l'importance de la complémentarité entre les institutions chargées d'appliquer les lois d'intégration de l'immigration. C'est un point intéressant à aborder. Parmi les revenants de Daesh, il y en a que l'on ne pourra jamais relâcher. Ils resteront en prison pour qu'on soit sûr qu'ils ne commettront plus de violence. Et donc là, il faut faire une bonne évaluation, une bonne distinction entre ceux avec qui on peut se réconcilier et ceux qui sont irrécupérables. Matt, vous avez passé beaucoup de temps à penser, étudier et travailler sur l'Iran. Est-ce que nous faisons le nécessaire actuellement ? Nous savons que le Maroc a coupé toutes ses relations avec l'Iran à cause du Polisario. Selon vous, est-ce que nous en faisons assez ? Quand je dis nous, je ne fais pas référence seulement au Maroc, mais aux États-Unis et à leurs alliés. Donc, ce que l'on fait, est-ce suffisant pour combattre l'Iran, pour empêcher l'Iran de déstabiliser des pays comme le Maroc, qui est au contraire un facteur de stabilité et de sécurité pour le Maghreb et l'Afrique ? Il est difficile de combattre le terrorisme localement et à l'étranger. Alors Matt, à votre avis, qu'est-ce qu'on a omis de faire et quelle est la stratégie adoptée aujourd'hui ? Pour répondre à votre question, je pense qu'on n'en fait pas assez, mais je pense aussi que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ce qu'on faisait avant. Donc nous avançons dans la bonne direction. Jusqu'à présent, notre arme principale contre l'Iran a été l'économie. Et c'est extrêmement important. L'accord nucléaire que nous avions signé n'a pas empêché l'Iran de devenir potentiellement un État nucléaire dans le futur, à moyen terme. Mais nous avons fini par les contraindre en bloquant les investissements en Iran, soit des milliards de dollars, ce qui va pousser Téhéran à adopter une meilleure ligne de conduite dans la région. Je pense que les États-Unis ont adopté une stratégie diplomatique et politique. Le problème, c'est que les Américains sont amenés à rester dans certains lieux comme la Syrie, notamment pour lutter contre Daesh, qui est une extension du problème d'Al-Qaïda. Donc je pense qu'il y a encore plusieurs choses qui peuvent être entreprises. Je pense que les États-Unis peuvent soutenir des groupes internes qui souhaitent créer une révolution. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de tenter de s'approprier un espace après que les problèmes aient explosé. Je pense d'ailleurs que beaucoup de choses ont empiré dans la région d'Afrique du Nord, comme en Libye par exemple, suite à l'intervention des États-Unis, une intervention qui n'avait pas été proprement planifiée. Et comme on l'a dit précédemment, il suffit qu'un lieu devienne conflictuel pour que l'instabilité s'étende dans toute la région voisine. Alors, nous allons parler un peu plus de ça. Michael, que pouvez-vous nous dire à propos de cette problématique ? Matt a mentionné la Libye. Nous savons qu'il y a aussi le Tchad, la Mauritanie, le Soudan, le Nigeria. Tous sont confrontés au radicalisme et le Maroc n'est pas isolé par rapport à ces pays. Donc, selon vous deux, comment on fait pour faire face à ces menaces qui surviennent en dehors de nos frontières, tout en protégeant dans le même temps ses propres frontières nationales ? Il faut travailler en collaboration avec vos partenaires, notamment les alliés. C'est pour cela que le Maroc est salué pour le travail qu'il fait. L'Algérie devrait aussi collaborer et se joindre à ce partenariat. On a parlé du Soudan, on a parlé de la région du Sahel et des groupes terroristes comme Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Qaïda et Daesh. C'est là où les terroristes veulent se repositionner et s'implanter après leur déroute. En Syrie et en Irak, Daesh a perdu en Irak et en Syrie. L'organisation a perdu son territoire. Mais beaucoup de ces combattants sont toujours en vie et ils tentent toujours de soutenir leur organisation. Mais ils ont appris une leçon qu'il ne faut pas planter un drapeau noir et revendiquer un territoire tant qu'on n'est pas capable de faire tomber un avion américain, parce qu'à moins d'avoir la capacité de le faire, vous allez forcément être perdant. Mais on doit être conscient du fait que la menace terroriste se déplace d'une région à l'autre, ce qui est difficile à contenir. Prenons l'exemple de la Syrie. On a au début dit que la confrontation se ferait entre le Hezbollah et le Front al-Nosra, mais très vite on a assisté à l'apparition de Daesh et d'autres milices dont les objectifs dépassaient les frontières syriennes. Je veux rebondir très vite là-dessus et vous poser une question rapide, Michael. Est-ce que vous pensez que cette dynamique peut affecter le Polisario au Sahara ? Tout est possible, je ne sais vraiment pas. Il y a toujours des indicateurs permettant de nous avertir lorsque ces choses-là arrivent. Je suis sûr qu'il doit y avoir des analystes qui doivent se poser la question en ce moment. À chaque fois qu'il y a une attaque terroriste, il y a des analystes qui disent cela. Le Maroc est un allié principal des USA hors OTAN.
Mais on donne la priorité aux informations provenant des pays de l'Alliance Atlantique et on sous-estime celles provenant du Maroc. C'est une mauvaise décision et beaucoup le reconnaissent. Et donc quand ça arrive, nous prenons conscience du fait que le mur qui s'est effondré après les attaques du 11 septembre est toujours présent. Matt, une dernière question pour vous. Est-ce que vous pensez que les États-Unis ne font pas assez attention à ce qui se passe dans la région du voisinage du Maroc et à l'impact que cela pourrait avoir sur le Maroc? Je pense que d'un côté, oui, nous avons besoin d'être impliqués parce qu'aussi longtemps que les États-Unis se considéreront comme une puissance globale, ils auront besoin d'avoir des yeux et des oreilles sur tout ce qui se passe dans le monde. Mais comme pour le modèle nord-africain, nous observons Daesh mettre en place ses ramifications en Syrie où ils ont installé leur quartier général. Cette zone est devenue une véritable ressource, pas seulement pour son pétrole, mais aussi pour ses produits. Mais avec tous ces groupes extrémistes rassemblés en un seul et même lieu, il y a plusieurs raisons qui poussent à croire qu'ils peuvent à nouveau se fédérer. Le fait qu'ils se soient installés au Nigeria faisant partie d'une décision stratégique liée à nouveau avec la présence du pétrole. Je pense que l'Afrique du Nord dispose de beaucoup plus de ressources que le Proche-Orient, que ce soit au niveau des ressources en eau ou en pétrole, ce qui nous ramène à nouveau vers l'aspect économique dont on parlait au début de l'émission. Et cela, combiné à l'idéologie, fait que nous devons avoir les yeux et les oreilles toujours grands ouverts. Merci Matt, merci Michael. Nous vous remercions pour vos analyses et votre expertise sur ce qui représente un défi non seulement pour le Maroc, mais aussi pour les États-Unis d'Amérique et pour toute la région. C'est un défi qui nécessite une surveillance permanente, une innovation constante et une défense déterminée pour garder l'ennemi à l'écart. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Restez avec nous. Au revoir. Our next show, Ila Laqa.